et nous voici à Luang Prabang, ancienne capitale du Laos. Elle est bâtie sur le Mekong que nous suivrons de près ou de loin. La cité s'affirme aujourd'hui comme la capitale culturelle du Laos. Ce temple de forme curieuse est le Wat Phi Sun. Il représente le premier modèle d'architecture des temples Lao. C'est le plus vieux temple bouddhique de Luang Prabang. Il est encore en fonctionnement. Entièrement en bois au départ, il a été reconstruit en dur. Le Wat Mé, avec une toiture à 5 étages, est l'un des plus grands et des plus beaux temples de Luang Prabang, avec son somptueux extérieur rehaussé de motifs rouges, noirs et dorés exécutés au pochoir. Il fut inauguré en 1788 et restauré à plusieurs reprises, d'où son nom de nouveau monastère. Il bénéficie d'un immense prestige pour avoir hébergé longtemps Phasangkarat, le plus haut dignitaire bouddhiste laotien, et abrité la statue du Pha Bang, emblème mystique national qui a donné son nom à la ville. Un grand bas-relief en stuc doré raconte la légende de l'avant-dernière incarnation de Bouddha au milieu d'une profusion de scènes villageoises. Le Wat Phrabat, plutôt méconnu, vaut le coup pour le super point de vue entre montagnes et vallées et surtout son coucher de soleil sur le Mekong. 하잖아.
Le Wat Sieng Tong, fondé en 1560, est sans doute l'une des plus belles pagodes de l'Asie du Sud-Est. Ce monastère abrite plusieurs chapelles remarquablement décorées de mosaïques de verre, comme ici la chapelle rouge avec le Bouddha couché en bronze, la salle du char funéraire royal, le cime aux façades richement décorées au pochoir, avec à l'entrée des boutons de lotus en mosaïque. À l'arrière, une splendide mosaïque en l'arbre de vie. Sur cette autre chapelle, les mosaïques représentent une iconographie bouddhique et des scènes de la vie quotidienne. Une croisière de 2 heures sur le Mekong nous amènera aux grottes sacrées de Pak U, près du village du même nom. Travaux pour le TGV Shanghai-Hanoi. Découpées dans une falaise de calcaire, ces grottes sont un site religieux important pour les Laos. Nous pouvons y admirer certaines des plus belles statues en bois de Bouddha dans l'attitude appelant la pluie. Voilà. Réconcilie avec la boucle laotienne. Ouais.
village artisanal de Shanghai. Des jacquiers. Rice first, and later bring them to cook the food. Cái đã. Ăn leo rồi đi.เห็ดน้อยมีแต่เราแต่ Quoi? Et regarde là. Vietnam, c'est ton corps. Au Vietnam, c'est ton corps pire. En pénétrant dans l'enceinte, nous tombons sur le temple qui héberge le Prabang, une statue de Bouddha en or fin qui a donné son nom à la ville.
ça. Le palais royal fut transformé en musée lors du renversement de la monarchie par les communistes en 1975. Sur le fronton, un éléphant à 3 têtes. L'étang au lotus. La colline sacrée de Fouzi s'élève à 150 mètres au-dessus de la ville. 300 marches à grimper, tout en haut se dresse un superbe stupa de 24 mètres avec une flèche dorée. Du sommet, par temps clair, nous aurons un très beau panorama sur la ville, le palais et le Mékong. Le pont de bambou reconstruit chaque année après la saison des pluies. Croyez-moi, il ne faut pas lui dire. Il ne faut pas lui dire. Pour la fabrication du papier, des écorces de mûrier, surtout, sont écrasées, travaillées, puis plongées à macérer dans un bain avec différentes plantes pour donner la couleur du papier. Super la macération. Entre Luang Prabang et Vientiane, la route serpente dans de magnifiques paysages à travers une très belle région montagneuse. Quelques petits villages bordent la route. Arrêt d'une heure pour manger, se soulager le dos et admirer le paysage. Ah, c'est la saison. La distance entre ces deux grandes villes est de 390 km, mais il faut entre 10 heures et 13 heures pour les parcourir, tant la route, la plupart du temps, est mauvaise. Et les amortisseurs encaissent. La culture de l'arachide.
Ce chef-d'œuvre incontesté de l'architecture laotienne fut construit en 1566 par le roi Setsarirat sur l'emplacement d'un temple khmer du XIe siècle lorsque Vientiane enleva à Luang Prabang le rôle de capitale. Il est le symbole de la nation Lao. Il figure sur les armoiries du Lao et ses billets de banque. Il fut pillé, détruit à plusieurs reprises et reconstruit à la fin de la Deuxième Guerre mondiale par les Français. Le principal stupa, de 45 mètres de haut, est entouré d'un cloître qui abrite les statues laotiennes et khmères de Bouddha. Ces oiseaux sont offerts au Bouddha, puis remis en liberté. Dans son enceinte, le Zat Luang est flanqué de 2 temples bouddhiques. Le grand Bouddha couché. L'Arc de Triomphe a été érigé en 1964 pour honorer les soldats tombés pendant toutes les guerres. Le plafond est délicatement décoré. Ce temple fut bâti en 1818. Le cime est entouré d'un cloître dont les murs sont criblés de petites niches garnies de plus de 2000 Bouddhas en argent et en céramique. Une superbe collection de statues de taille et de styles différents est disposée dans ce cloître. Ces pièces, principalement en bois et en bronze, datent du XVe au XIXe siècle. L'intérieur de la pagode, un jeune couple pose pour leur photo de mariage. Les stupas recueillent les cendres funéraires des défunts. L'importance du monument témoigne de leur fortune. Le Wax Wang est le plus vénéré après Tat Luang. Nous assistons à la cérémonie du Bassi. Le moine reçoit les offrandes, bénit les dévots et leur attache les fils du bassi au poignet pour que leurs vœux se réalisent. D'autres honorent le lac Muang. Des bâtiments officiels tout en regagnant notre hôtel. Arrivés à Paksé après 2 heures de vol, nous prenons la route pour Tat Lo. Les petits villages rencontrés sont souvent situés au bord des routes et comptent quelques centaines d'habitants. Ces minorités sont de confession animiste, leur croyance en l'esprit est omniprésente. Préparation d'un coq de combat.
Maison sur pilotis. Un jacquier et ses fruits. L'entrée de la cuisine. La salle commune des repas. Le living dortoir. Et la terrasse. Oui. Farniente, jeux et menus travaux sous le bâtiment à l'abri de la chaleur. Les plantations de café et de thé du somptueux plateau des Bolovènes, dont les Lavènes sont le groupe ethnique le plus important. Plantation de thé. Nous pénétrons dans une plantation de café. C'est de l'arabica. Ah bon? Tu as entendu? Oui, oui. Les caféiers. Le café Robusta, car les feuilles sont plus petites. Thé, café, dégustation. Une des nombreuses cascades du plateau. Un autre village animiste et polygame. Taglo est un havre de paix au milieu de la jungle, au bord de la rivière où se baignent les éléphants.
Un village propre, laborieux et probablement plus riche. Serait-ce une fumeuse d'opium? 113. 113. Entouré de mes admiratrices. Et maintenant, on va boire toute la poussière. Nous gagnons, secoués et empoussiérés, Kiet Ngong, départ d'une promenade à dos d'éléphant. Non, j'ai le vertige, je te jure, j'ai le vertige. Allez François. Voilà, on est parti. Ah. Oh. C'est tout? Ok. Notre hôtel à Hong Kong. Ici, le Mekong peut atteindre 14 km de large pendant la saison des pluies. On est bien là au bord du Mekong. Au milieu du fleuve, la région des 4000 îles. Certaines sont de minuscules îlots inhabités. Hong Kong est la plus importante. Embarquement pour l'île de Cône, près de la frontière cambodgienne. Un arrêt aux chutes de Som Famille, également appelé Lifi. Ces chutes furent contournées par les Français à partir de 1894 par une voie ferrée de 7 km utilisée pour les marchandises et services postals. Elle fut abandonnée en 1940. En souvenir, cette locomotive à vapeur. Second arrêt aux chutes de Pha Peng, considéré comme le Niagara du Mekong. C'est ensuite
ensemble rapide de 10 km de long est la plus grande cascade de l'Asie du Sud-Est, avec un des débits les plus importants du monde. Elle abrite le poisson-chat géant du Mekong qui peut peser jusqu'à 300 kg. En route pour Paksé, nous croisons des rizières au repos et d'autres en seconde récolte. Arrêt dans cette forêt pour un temple pré-angkorien en ruine. Construit au XIIIe siècle, il servait de lieu de repos pour les visiteurs du Wat Phu. Dans cette forêt, deux sortes de ficus, le banyan et le gommier produisant une résine qui résiste à l'eau. Le Phukao, 1400 mètres, avec sur ce versant le Wat Phu ou temple de la montagne. Il serait le berceau de la civilisation khmère. Les Barès, vastes réservoirs d'eau, entourent la grande chaussée et ses bornes en pierre. Elle mène aux deux principaux palais, celui des hommes et en face celui des femmes. Ils sont ornés de sculptures hindoues. Une allée bordée de frangipaniers précède les escaliers menant au Wat Phu. Notre hôtel au bord du Mekong. On mange dans le marché. Ce temple bouddhiste a la décoration factueuse et récente. Il date de 1935 et est avant tout un collège pour les moines. Atterrissage à Siem Reap.
Promenade en barque à travers un village de pêcheurs. Les maisons en bois sont perchées sur des pilotis à 6 mètres du sol en saison sèche et juste au-dessus des flots pendant la mousson. Le tourisme est une compensation pour les populations locales touchées par la baisse des stocks de poissons. Et voici le lac Tonlé Sap avec ses maisons flottantes. C'est le plus grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est. Ici était Ariaraja, la toute première capitale khmère. Ce temple avec sa chaussée dallée est dédié au culte de Shiva et ses taureaux sacrés. Comme dans les autres temples du site, nous avons de hautes tours carrées en briques sur plateforme en latérite. Ici, nous avons 6 tours. L'ouverture est à l'est avec de fausses portes sur les 3 autres côtés. Naga à 7 têtes nous invite à visiter le premier temple de montagne connu. Avec ses 4 terrasses superposées ornées d'éléphants, 8 tours de briques, la centrale est en forme de lotus. Hello, Nam! Restauration des 4 tours de briques du Lolei. Après avoir longé le Baret, nous pénétrons dans ce complexe monastique bouddhiste du même style architectural que le Preakan, mais moins complexe et plus petit. Il a été occupé par des moines au cours des siècles jusqu'aux années 60. Une allée monumentale donne accès à cette immense ville monastère bouddhiste. Les chaussées d'allées sont ornées de balustrades composées d'anges et de démons tenant un naga géant.
Au XIIIe siècle, retour en hindouisme, beaucoup de représentations du Bouddha sont détruites ou transformées. Ce stupa fut pillé au XVe siècle. Il contenait de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Une vieille dame vous propose des bracelets porte-chance. Les apsaras. Des racines de fromager géants envahissent le site. Le Préacan est prolongé par un important baret, aujourd'hui asséché. Le centre est occupé par le temple Neakpean. Au centre du grand bassin, une île circulaire sur laquelle est édifié le prasad central. Angkor Wat est un immense temple funéraire du début du XIIe siècle. Il s'inspire des édifices religieux de l'Inde et compte 5 tours en forme de boutons de fleurs de lotus. Il est l'apogée de l'Arc-mer. Ce temple, le mieux préservé d'Angkor, était initialement hindou et dédié à Vishnu. Il est bouddhiste maintenant. Dans cette galerie, le plus long bas-relief existant. Angkor Wat est devenu le symbole du Cambodge et figure sur son drapeau national. Angkor Thom, la grande cité, dont le Bayonne, Le Bayonne, à l'imagerie hindouiste et bouddhiste, est célèbre pour ses 54 tours, chacune possédant 4 visages de Lokeshvara, au sourire envoûtant et orienté vers un point cardinal. La terrasse des éléphants, avec une très longue frise sculptée de 300 mètres représentant un défilé d'éléphants. Le Taprom, véritable cathédrale engloutie par la jungle, a été laissé dans un état proche de sa redécouverte au début du XXe siècle. Beaucoup de travaux ont été nécessaires pour en permettre l'accès. Outre d'être l'œuvre d'un prêtre plutôt que d'un souverain, ce joyau de l'Arc-mer est l'expression même du raffinement de l'art sculptural angkorien.
Son nom de citadelle des femmes lui vient de la délicatesse de ses gravures, trop subtiles pour une main masculine. Des autels sont dédiés à Shiva, Krishna et autres êtres divins. Ce temple miniature en grès rose change de couleur suivant l'ensoleillement. Des nagas en grès servent de parapet à ce pont du XIIe siècle, entièrement réalisé avec des blocs de latérique séchés. C'est l'un des mieux conservés du Cambodge. Dans une jungle semi-défrichée, le site archéologique de Sambor près Cook comprend plus d'une centaine de temples en briques datant du 7e siècle, dont 10 temples octogonaux, spécimens uniques en Asie du Sud-Est. Sat Tao avec ses lions à superbes crinières. Fin d'une belle journée. Destin. C'est mangouste. Des ramboutans. Des gâteaux très sucrés. Oui. On a raté ça, hein? Ouais. Plaquettes de miel. Des champignons C'est bien, de paille il de est- riz. Jacquier. Ça, c'est du bétel. Et là, c'est de la chaux Des feuilles de bétel. mangée avec le bétel. Ce petit temple du XIe siècle, en grès et latérite, est situé dans l'enceinte d'une pagode moderne. Tarentule ou migale. Oui. Et ça, ce sont des criquets aussi, mais des élevages. Ça, ce sont des scorpions. Vous voyez les scorpions grillés? Pour construire des maisons. À la découverte de Phnom Penh en cyclopousse.
Cette pagode a donné son nom à la ville dont elle est le symbole. Une place très animée de Phnom Penh. Bon anniversaire! La salle du trône. Sa flèche centrale de 59 mètres est surmontée d'une tête de Brahma à 4 visages. La galerie des fresques murales. La pagode d'argent, pavée de plus de 5000 carreaux d'argent avant les Khmers rouges. Deux tablettes des 6e et 7e siècles, dont l'une en sanskrit. Vishnu couché. Ce monumental édifice art déco de couleur jaune est surmonté d'un dôme de 26 mètres de haut. Nous ne pouvons pas malheureusement passer sous silence le génocide commis par les Khmers rouges entre 1975 et 1979. Les atrocités infligées au peuple cambodgien par Pol Pot et consorts sont relatées dans cette école, transformée en prison et maintenant en musée de l'horreur. Le mouvement Khmer rouge a cessé d'exister en 1990. Ces enfants rescapés d'hier sont devenus des adultes aujourd'hui, confiants. Un dernier regard avant le retour au pays.